Bonjour tout le monde. On a eu une bonne nouvelle hier. Ma collègue, la députée de Verdun, a déclenché un débat sur la question de l'adaptation au changement climatique, débat au terme duquel le gouvernement a reconnu qu'il fallait calculer les coûts de l'adaptation au changement climatique pour le Québec, s'est engagé à voter en faveur de notre motion ce matin. On est très heureux de ça parce que les villes avaient déjà fait cet exercice il y a plusieurs années déjà, de chiffrer ce que ça coûte l'adaptation au changement climatique. Donc, Québec doit faire la même chose. C'est même urgent de le faire. Par ailleurs, c'est pas tout de compter combien ça coûte. Nous, on va être derrière eux pour les talonner pour ensuite élaborer un plan et mettre en œuvre l'adaptation au changement climatique. Va falloir préparer ces changements-là également. Donc, ça va être nos attentes pour la suite des choses. Voilà. Merci, Christine. Bonjour tout le monde. Ce matin, on a appris qu'il y a près de 100 millions de dollars pour des mesures destinées à des choses essentielles pour les élèves qui qui sortent des écoles puis qui retournent dans les coffres de l'État. 100 millions de dollars, on parle d'aide alimentaire, on parle de livres, de sorties culturelles, de tutorat. Ça n'a pas de bon sens, alors que les besoins sont criants dans notre système d'éducation. On a besoin de cet argent-là pour les élèves. De toute façon, c'était destiné aux élèves et ça n'a pas de bon sens que les élèves ne puissent pas en bénéficier. Puis la cause de ça, c'est pas la première fois que ça arrive, là, c'est chaque année, on le voit. C'est vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de bureaucratie. C'est étonnant. Mais en même temps, peut-être pas. La CAQ est arrivée au pouvoir en disant qu'elle va enlever des structures, mettre moins de bureaucratie. Puis tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de bureaucratie un peu partout, encore plus de bureaucratie scolaire, et ça nuit aux élèves. Moi, je rencontre beaucoup de directions d'école. Christine aussi, tu le fais. Puis ce qu'ils nous disent, c'est on a l'impression qu'on ne nous fait pas confiance. On donne de l'argent dans toutes des petites enveloppes destinées à des mesures. Puis des fois, on a besoin de l'argent d'une enveloppe pour une autre mesure. Et ils ne peuvent pas rien faire. Il faut qu'ils retournent l'argent. Moi, ce matin, je dépose une motion. J'espère vraiment que M. Bernard Drainville puis que la CAQ et tous les partis vont l'appuyer pour que cet argent-là reste dans les écoles pour qu'elles puissent servir aux élèves à leur réussite puis à leur éducation. Madame Gazal, c'est de l'argent qui s'en va. On parle de priorité gouvernementale. Je ne sais pas, craignez-vous que ce soit de l'argent qui soit allé pour attirer les Kings à Los Angeles ou même dans un futur projet de troisième lien? Qu'est-ce que vous comprenez de ça, priorité gouvernementale? Bien, c'est ça. C'est que les écoles, ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles ont besoin de cet argent-là. Mais à cause de mesures bureaucratiques, administratives lourdes, elles sont obligées de les renvoyer dans les coffres de l'État. Et après ça, c'est le gouvernement qui décide, en fonction de lui, ce qu'il a envie, pour toutes sortes de raisons politiques ou autres, ou ses propres priorités, de mettre cet argent-là ailleurs. Ça se peut que l'argent, après ça, aille en éducation. On ne le sait pas. Mais dès le départ, cet argent-là était destiné en éducation. Il faut que ça reste en éducation pour les élèves. Les élèves y ont droit. Donc, on pourrait se retrouver peut-être avec des situations aberrantes. Au lieu, on coupe dans l'aide alimentaire, hein, on le sait, un enfant sur 5 au Québec a faim. On coupe dans l'aide alimentaire pour peut-être mettre ça dans d'autres projets comme les Kings ou autre chose. C'est inacceptable. Est-ce qu'il y a une nécessité de plus de flexibilité dans ces programmes-là? Il y a un centre de services scolaires, notamment, qui disait qu'on donne déjà assez d'aide alimentaire, mais on aimerait ça pouvoir le rediriger ailleurs, cet argent-là. Est-ce que c'est un problème? C'est exactement ça. Ce qu'on a besoin, puis ce que les directions disent, en fait, c'est une mesure qui a été mise en place de protéger comme ça depuis 2020 par la CAQ. Ce qu'ils nous disent, c'est que des fois, le besoin que je veux combler, il est comblé. Par exemple, vous parlez de l'aide alimentaire à cause du nombre d'élèves que j'ai et tout ça. Donc, et là, il reste près de 50 dans cette enveloppe-là. Mais moi, j'en ai besoin pour les sorties culturelles, par exemple. C'est essentiel, hein? M. Lacombe en parle beaucoup, là, la culture pour les enfants. Bien là, ils disent, je ne peux pas l'utiliser, je n'ai pas le droit. C'est comme si le gouvernement ne me faisait pas confiance. Je suis directrice d'école. Je le sais ce que les élèves de mon école ont besoin, mais j'ai aucune souplesse, j'ai aucune flexibilité pour pouvoir donner cet argent-là et répondre aux besoins des élèves de mon école. C'est vraiment un manque de confiance. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement manque autant de confiance envers les gens qui dirigent nos écoles. Toujours sur les écoles, les élèves qui vont recevoir leur enseignement en Ontario, vous en pensez quoi? Bien, en fait,
moi, les parents, dans la vie, ce qu'ils veulent, c'est le meilleur pour leurs enfants, la meilleure éducation. Donc, moi, je me demande pourquoi est-ce que des parents qui habitent au Québec tiennent à envoyer leurs enfants en Ontario. Est-ce que c'est parce qu'ils ont l'impression que l'école au Québec n'offre pas une éducation de qualité? Parce que ces écoles-là, on le sait, là, notre système d'éducation a été abandonné par le gouvernement de la CAQ. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit le contraire. J'aimerais ça que les parents d'Ontario, qui sont proches de la frontière, envoient leurs enfants à l'école du Québec. Donc, bien, c'est ça. Mais tu sais, moi, ce qui est important, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi les parents font ça? Au-delà que c'est illégal, c'est parce qu'il y a une raison derrière ça. Fait que est-ce que c'est parce que les écoles n'offrent pas suffisamment de qualité? Moi, je veux que ce soit les meilleures écoles au Québec, puis que les parents aient envie d'envoyer leurs enfants à l'école publique québécoise. Donc, ce qui n'est pas le cas. Je ne veux pas juste blâmer les parents comme ça. Il faut savoir puis se poser les questions pour quelles raisons. Qu'est-ce que devrait faire M. Drainville avec ça? Bien, il devrait, premièrement, s'assurer qu'on ait les meilleures écoles au Québec, les plus attractives pour tous les parents qui ont envie de donner les meilleures qualités d'éducation. Puis après ça, de voir pour quelles raisons c'est fait comme ça, puis de corriger la situation si c'est illégal. Le programme Vieillir chez soi fait encore l'objet d'intenses chicanes entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Les organismes disent « arrêtez de vous chicaner puis réglez ». Pensez-vous que l'attitude de M. Roberge, qui renvoie encore une lettre à son homologue fédéral, M. McKinnon, est la bonne chose à faire? Les organismes ont raison de trouver ça insupportable, ces chicanes-là. Il y a des gens qui ont besoin de cet argent-là pour réaliser des vrais projets dans nos communautés. Pour les aînés, c'est vrai un peu partout à travers le Québec. Le renvoyage de balles par rapport à ça, moi, ça m'insupporte aussi. Je veux les voir s'asseoir ensemble, signer cette entente et que l'argent arrive dans nos organismes. On en a besoin. Est-ce qu'un député fédéral peut continuer de siéger au Parlement canadien alors qu'il brigue la chefferie au parti provincial? C'est à lui de voir ça avec son propre sens de l'éthique, je vous dirais, puis son rapport avec ses électeurs également, ce sera à eux d'en juger. Le fait que M. Rodriguez demeure député au Parlement? C'est à lui de voir s'il est confortable avec ça, puis si ses électeurs le sont, sincèrement. Mais vous, est-ce que vous feriez ça? Par exemple, vous dites que chacun a son sens de l'éthique. Votre sens de l'éthique, à vous, commanderait de faire quoi dans une situation semblable? J'éviterais de me retrouver dans une situation semblable. Puis justement, l'arrivée de Pablo Rodriguez dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, vous voyez ça comment? Est-ce que ça selon vous, est-ce que ça fait en sorte que le Parti libéral du Québec devient une succursale du Parti libéral du Canada? Est-ce que vous le voyez un peu comme ça? Bien, écoutez, là, la course ne fait que s'amorcer de leur côté. Il y a plusieurs candidatures, on va voir. Sur Pablo Rodriguez en particulier, moi, je le regarde comme ministre des Transports depuis un moment déjà. Il n'a pas réussi à faire grand-chose, à gérer les trains au niveau fédéral. Là. Fait que sur son potentiel de redémarrer le train du Parti libéral, moi, je le questionne. Son bilan, vous le qualifiez comment? Il a quand même été à d'autres ministères. Hein? Oui, c'est vrai qu'il était au patrimoine auparavant. Moi, en ce moment, je regarde ce qu'il fait au transport, puis on attend encore sur beaucoup de dossiers. Là. Son histoire, on entendait Mme McGraw qui disait hier que qu'il incarnait le rêve québécois avec son histoire d'immigration, tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Ça correspond à cette image-là? Bien, des personnes qui ont démontré qu'elles pouvaient bien s'intégrer au Québec en temps d'immigration, il y en a dans plusieurs formations politiques. J'en côtoie plusieurs moi-même à Québec solidaire, dont Ruba. Bien, c'est une personne qui s'implique dans sa communauté. À ce titre-là, moi, j'ai des modèles, j'en côtoie beaucoup. Justement, Mme Gazal, est-ce qu'on se dirige vers un couronnement pour vous? Bien, en fait, pour la course, il reste jusqu'au 15 octobre, là, selon nos règles, pour que n'importe quelle femme qui en a envie, qui partage les valeurs de Québec solidaire, puisse se présenter là, pour déposer notre cahier de candidature. Donc, c'est toujours ouvert. Retenez votre souffle. Il n'y a pas beaucoup de noms qui circulent actuellement pour vous faire concurrence. Est-ce que ça serait dommage qu'il n'y ait pas d'autres candidates? Bien, en fait, pour moi, parce que je suis en train quand même de faire une tournée, de rencontrer des membres partout au Québec. J'ai lancé ma campagne la semaine passée. Il y avait plusieurs personnes importantes dans notre parti, notamment Françoise David, qui était présente. Pour moi, ça ne changeait rien. Qu'il y ait une course ou que je sois seule, j'allais faire campagne de la même façon.
Puis le fait qu'il y en ait une ou pas, ça fait pas de différence. Faut aussi dire que ça fait pas 5 ans qu'on a eu une autre course. Derrière, ça a comme laissé une marque, puis là, ça fait en sorte que certaines là, hésitent à se lancer. Moi, je le sens pas du tout. Je suis extrêmement proche des membres. Je suis dans le parti depuis sa naissance. Très proche des membres, je leur parle. Je ne sens pas ça. Au contraire, ce que je sens, c'est un appel à l'unité du parti. À chaque fois que j'en parle, les gens ont envie, puis ils trouvent que ils ont envie aussi d'y contribuer là, dans le parti. Si vous étiez élu, est-ce que vous aspireriez à faire le débat des chefs, par exemple, c'est dans trop une élection? tôt. C'est trop tôt. On n'est pas là. On n'est pas là parce que là, il faut attendre d'arriver au 15 octobre. Je vous le dis, là. Vous seriez autant porte-parole que Gabriel Dubois, par exemple. Mais bien, ça, on l'a déjà dit, là, on n'en est pas là. Mais on comprend que ça ne vous indispose pas du tout s'il n'y a pas de course que vous êtes couronné. En fait, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que s'il y a une course ou s'il n'y a pas de course, moi, je suis tout aussi motivée à gagner la course. Je suis tout aussi motivée à faire un travail important pour notre parti, puis pour le seul parti de gauche au Québec, pour le faire évoluer. Moi, ça ne change rien pour moi, ça, je l'ai dit dès le début. Puis, comme je vous le dis, je le répète, on est un parti très démocratique. Nous n'avons pas de chef, nous avons 2 co-porte-parole. Les membres y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, je vous le dis, là. Donc, le 15 octobre, on va attendre que la date arrive. Et après ça, on va voir si ça va être un couronnement après le 15 octobre. Vous savez très bien, Mme Gazal, que la dernière course a quand même laissé des traces financièrement, notamment, j'imagine de l'épuisement aussi chez certains membres. Est-ce que pour la santé du parti, financièrement, au niveau du membrariat, ça serait une bonne chose qu'il n'y ait pas de course? Qu'il n'y ait pas de campagne? Ben, je pensais comprendre où allait votre question, mais finalement, je suis plus sûre. Faut vous rephraser ça. Peut faire mal au parti financièrement? Si une course peut faire mal au parti, non. Une course pourrait pas faire mal au parti, un couronnement non plus. On est un parti en bonne santé. On a... La santé financière du parti. Ça coûte moins cher, il n'y a pas de débat. Bien, écoutez, dans tous les cas, il y a des dépenses associées à une course au leadership à Québec solidaire. Il va y avoir un événement de mi-campagne, c'est le 24 octobre, Ruba. Oui. Il va y avoir un événement à la fin et ces dépenses-là existent, qu'il y ait une ou plusieurs personnes. C'est-à-dire que nous, le processus va être le même. Là. À la fin, s'il y a une seule candidature au 15 octobre, le processus va se dérouler de la même manière. Il y aura le congrès, ces dépenses-là existent. Donc, ça ne change pas grand-chose à ce niveau-là. La différence, elle est minimale là, au niveau financier sur le parti. Tout à fait. On voyait, juste faire le parallèle avec au Parti libéral, ils n'ont toujours pas de femmes non plus. Là, vous êtes seul dans la course. Évidemment, vous étiez 3 la dernière fois, mais est-ce que c'est encore difficile d'avoir des femmes qui se lancent en politique? Bien, quand on regarde effectivement les difficultés du côté libéral à en trouver une, on constate que oui, il y a des défis importants pour les femmes en politique. On l'a soulevé à plusieurs reprises. Je pense qu'il y a une sensibilité plus grande aujourd'hui qu'auparavant par rapport à la conciliation travail-famille. De plus en plus d'hommes mettent de l'avant que ça les concerne aussi, avec raison. Mais reste que quand la charge mentale est principalement sur les femmes, mais ça a un impact sur leur capacité à se lancer dans une course comme celle-là. Je regarde la course libérale, il y a des modalités particulières pour ça dans cette course-là aussi au niveau financier. Les femmes ont parfois des réseaux moins aisés financièrement que les hommes pour toutes sortes de raisons systémiques. Donc, ça peut s'expliquer de plusieurs manières, mais oui, il y a des défis pour les femmes en politique, puis on n'a pas réglé ça encore. Donc, peut-être que les règles au Parti libéral sont contraignantes envers les femmes. Sont sexistes. Moi, c'est pas ça que j'ai dit. Ça, c'est votre mot à vous. J'ai pas dit ça, pour être bien clair là-dessus, mais je veux dire, vous savez comme moi, là, c'est assez bien documenté au Québec, les femmes ont tendance à avoir des revenus moins élevés et à avoir des réseaux qui ont des revenus moins élevés aussi. Donc ça, c'est factuel. Après ça, quand on met en place certaines conditions, moi, je pense que ça peut jouer. Évidemment, des femmes qui ont les moyens de faire cette course-là, il y en a plein aussi. Hein? Donc, c'est certainement pas le seul facteur, mais on le constate dans plusieurs partis, pas seulement au Parti libéral, trouver des femmes pour faire de la politique. Nous-mêmes, on doit travailler fort pour recruter des candidatures là, dans nos campagnes électorales et on fait ces efforts-là parce que ça nous tient à cœur, mais tous les partis vivent ces difficultés-là. On the report that we saw in the wall this morning, millions of dollars being initially earmarked for, meal programs and services for students now not being used for that. What do you make of that report? Yeah, well, it's very shocking to see that
all this million of dollars are spent for other things than education. This money is designated to the students, so it's important to help them in their education. It's essential services for them, and this money should stay inside of the schools. So that's why today I'm submitting a motion, and I hope that the government of the CAQ and Monsieur Bernard Drinville will vote for it to make sure that this million of money, 100 million, will stay in the schools and that can spend them with all that flexibility that they need. Merci. Merci. Bonne journée.